Quand on devient médecin, c'est rarement par hasard. Il y a une population de gens qui sont vraiment les abandonnés du système. C'est des gens qui meurent silencieusement chez eux derrière leur porte. Puisqu'on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, on va essayer de demander peu, mais à beaucoup de médecins. Moi, je me sens pas confortable du tout si je suis face à une société que j'essaye pas de réparer. Voilà. Bienvenue dans En Vrai, le podcast de nos engagés. Aujourd'hui, à mes côtés, le docteur Martial Jardel. Il lutte contre les déserts médicaux. Il a justement lancé ce grand collectif de médecins solidaires qui vont dans tous ces déserts médicaux pour tenter de pallier le manque. Bienvenue, docteur Martial Jardel. Vous savez, dans En Vrai, le podcast des engagés, ce sont nos invités qui donnent le là. Donc la première question que je pose, et ne vous inquiétez pas, je vous le dis tout de suite, je ne le prends pas personnellement, ok ? On se dit tu, on se dit vous, on se dit quoi ? Moi, je pense que là, on est dans les bonnes conditions pour se dire tu. Ah ouais ? Alors on se dit tu. Moi, ça me va très bien. Martial, tu es donc médecin. On va tout de suite rentrer dans ton engagement, parce que c'est ça qui te porte au quotidien. À quel moment est-ce que tu t'es dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ? Il faut que je m'engage. On est en plein désert médicaux. Il y a des vies en danger, il faut que je fasse un truc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Moi, je suis un enfant de la ruralité. Je suis né en Haute-Vienne, en Limousin. Mais j'ai fait mon internat de médecine générale à Paris. Et quand j'ai fini mon internat, j'ai eu un grand besoin d'air frais. Et je suis parti avec un camping-car faire un tour de France des remplacements pendant 5 mois, entre mars 2021 et septembre 2021. Et j'ai fait 10 remplacements de 15 jours dans des territoires qui ressemblaient aux miens. C'est-à-dire de cette ruralité un peu décroissante dans laquelle on lutte contre une courbe de démographie qui s'effondre, contre un délitement des infrastructures. Donc je suis allé dans le Cher, je suis allé dans la Meuse, je suis allé dans le Jura, je suis allé dans l'Aisne, dans la Manche, etc. Et j'avais besoin de voir ces territoires. Mais j'y suis allé pas comme un militant, j'y suis allé comme un curieux, comme un projet de fin d'études, avec un intérêt de jeune médecin d'aller découvrir le pays. Et j'en suis vraiment ressorti comme un militant en me disant, en voyant dans tous ces territoires l'ampleur du phénomène et à quel point, où qu'on soit en France, le sujet était la même préoccupation, à quel point on essayait de me retenir, de voir ce jeune médecin qui était potentiellement un sauveur, un candidat à l'installation possible. Je me suis dit, mais c'est quand même invraisemblable. Et de me rendre compte aussi que s'il y avait une solution, ça ne pouvait être que une solution liée à des engagements humains, c'est-à-dire qu'une maison de santé flambant neuve sur un territoire attractif n'aura pas plus de succès qu'une maison de santé un peu vétuste dans un territoire un peu sous-dense, pas très attractif, mais dans laquelle il y a un médecin qui est engagé, qui porte un projet de santé collectif, qui agrège autour de lui des professionnels et qui est le moteur. Et de se rendre compte que s'il y avait une réponse possible, elle ne pouvait être que liée à des gens qui portent des projets et pas juste à des éléments structurels. Et donc là, s'engage une réflexion pragmatique, vraiment, d'identifier quelle est la cause source du problème pour trouver une réponse adaptée. Et c'est comme ça que se construit le chemin. Alors, le chemin se construit pas à pas. Jeune médecin, tu te rends compte effectivement que dans des territoires ruraux en France, on va se dire les mots, il n'y a pas de médecin. Tu ne peux pas te soigner. Tu n'as pas de voiture. T'es vraiment dans le pétrin. Parce qu'à tout moment, tu peux juste perdre la vie. On parle ici de la vie ou de la mort des gens, sans compter toutes les pathologies qui ne sont pas soignées. Donc, comment est-ce que tu fais pour monter médecin solidaire ? Comment est-ce que tu vas à la pêche aux médecins comme toi ? Oui, alors juste pour revenir sur ça, c'est effectivement très important parce que parfois, il y a des gens qui euphémisent un peu la situation en disant « Oui, c'est vrai, il pourrait y avoir plus de médecins, mais il ne faut quand même pas exagérer, les gens peuvent quand même prendre leur voiture, et puis c'est pas si grave. » Mais effectivement, il y a une population de gens qui sont vraiment les abandonnés du système et qui ne sont pas ceux que tu verras manifester dans la rue, que tu ne verras pas décéder dans des conditions
bruyantes, c'est pas des gens qui vomissent du sang dans les fossés des territoires et dans ces cas-là on en fait un sujet. C'est des gens qui meurent silencieusement chez eux derrière leur porte et ils meurent pas brutalement, ils meurent parce qu'ils ont plus de traitement pour leur diabète depuis 3 ans et donc ils ont des complications qu'ils ne devraient pas avoir. C'est des gens qui sont hyper tendus depuis plus de 10 ans, donc ils font un AVC à 72 ans et on se dit tiens Jean-Claude a fait un AVC, c'est terrible. Bah oui, mais Jean-Claude ça fait 10 ans qu'il était à 18 de tension, donc on aurait pu éviter que ça arrive. Et qui ne voyait pas de médecin et que personne n'a détecté ça. Et qui ne voyait pas de médecin parce qu'il n'avait pas de voiture, parce qu'il s'en fout un peu de la santé et que si le médecin n'est pas à côté de chez lui, bah, en fait, il n'y va pas. Tous ceux qui ont le ressort social d'avoir suffisamment de moyens pour aller prendre leur voiture, faire 30 km, téléphoner à 12 médecins pour avoir un rendez-vous, faire une lettre de motivation un peu humoristique pour que le médecin se dise « Ah, il est sympa, lui, je vais le prendre », chose qu'on a vue, hein. Ou qui ont de la famille, parce qu'ils ont la cousine d'un copain qui est médecin, donc ils arrivent à avoir un rendez-vous. Tous ceux qui lâchent avant, parce qu'ils se disent « En fait, parce que le diabète, ça fait pas mal, l'hypertension, ça fait pas mal », donc les gens, ils vivent, ils se déplacent pas, il n'y a pas d'offre de soins proches de chez eux, donc ils ne vont pas aller dans le système, et donc ils vont subir des complications et des pertes de chance absolument scandaleuses. Cette population, elle existe. On ne la voit pas, elle est mal cartographiée, elle est difficile à comptabiliser, mais elle existe. Et donc ça, c'est vraiment notre métier, notre responsabilité collective en tant que médecin, parce que nous, on sait, on est citoyen, mais on est citoyen médecin, on sait ce que ça veut dire, toutes ces complications-là. Et donc, ça nous oblige. Et je ne sais plus quelle était la question, mais c'est très intéressant ce que tu racontes et je vais te reposer la question dans un instant, juste pour faire écho avec ce que tu viens d'expliquer. J'aimerais te raconter une histoire un peu perso. Il y a des membres de ma famille qui habitent en province. Ça a été un choix. Quand mon grand-père est arrivé d'Algérie, il a eu la chance de pouvoir acheter une petite fermette, vraiment un petit truc pas cher, dans le coin le plus paumé de la France, un petit coin de l'Indre. D'accord ? Je pense que tu connais bien parce qu'il n'y a plus de médecins dans la région. Et c'est un petit département qui est entouré d'autres départements, dont le Limousin qui est voisin. Et pour tenter de trouver un médecin, et même pour appeler les secours qui pourraient venir te chercher et t'aider et t'emmener dans l'hôpital le plus proche, il faut que tu prennes une voiture pour aller sur l'autoroute. Quand tu es sur l'autoroute A20, en direction de Limoges, et que tu appelles à ce moment-là les secours, bah, tu es sûr qu'ils viendront te chercher pour pouvoir t'emmener dans l'hôpital le plus grand, où c'est un hôpital universitaire, et pas une espèce de mouroir. Parce qu'il y a bien sûr des tout petits mouroirs autour, mais où il n'y a pas de médecin. Tu vois, où tu as des médecins qui font des permanences dans toute cette grande région du centre. Et ce que tu me dis prend tout son sens, parce qu'en réalité, oui, dans ce petit village, il y a bien sûr des pathologies et il y a des gens qui meurent silencieusement, comme tu l'as expliqué. Mais ces petits villages, ils sont fréquents. Ils ne sont pas que dans l'Indre, ils sont un peu partout en France. Donc avant qu'on revienne à ma question initiale, qui est comment tu arrives à convaincre des médecins pour te rejoindre, c'est surtout comment on en est arrivé là. Nous sommes en France, hein. Oui. Nous sommes dans l'une des plus grandes puissances du monde. Nous sommes en France et nous sommes en 2026. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est une question passionnante, il ne faudra pas hésiter à m'interrompre ou à me rediriger, mais en tout cas... je t'en prie, vas-y. Déjà, il y a un décor général qui est, à mon sens, civilisationnel. Et donc qui dépasse le cadre franco-français, qui est mondial. Nous n'avons jamais été, en tant qu'humanité, confrontés à un tel niveau de santé. Dans notre rapport à notre santé, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus attentif à nous-mêmes et à nos souffrances, nos douleurs, nos maladies, et c'est une bonne nouvelle. Et puis par rapport à ce que la santé peut proposer. Parce que aujourd'hui, les connaissances médicales ne font que s'accumuler. Hein. On dit que les connaissances médicales doublent en 73 jours. Ça veut dire que tous les 73 jours, on sait 2 fois plus de choses que ce qu'on savait avant, tellement la recherche est prolifique. Donc les connaissances médicales s'accumulent. Derrière, les prises en charge deviennent de plus en plus importantes. Le diabète, pour en revenir à cette pathologie, on le prend aujourd'hui en charge d'une manière beaucoup plus dense qu'il y a 40 ans. Donc ça consomme de la ressource humaine, financière, etc. Donc ce rapport à la santé, dans ces puissances mondiales dont fait partie la France, puissance économique, n'a jamais été aussi important. Ça, c'est le décor. Et donc, en Allemagne, c'est pareil, aux États-Unis, c'est pareil, au Japon, c'est pareil, etc. Dans ce décor, il y a la situation particulière de la France, où là, il y a eu un dérapage absolument invraisemblable sur ce numerus clausus, qui est un outil pertinent,
utile pour réguler. Tu nous rappelles ce que c'est pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent ? Le numerus clausus, c'est chaque année, le ministère décide du nombre d'étudiants admis à devenir médecin. Et donc, avant, il n'y en avait pas. C'était ceux qui passaient l'examen deviennent médecins. On est dans les années 80, 70-80. Il y a ce qu'on appelle la pléthore médicale, c'est-à-dire qu'il y a énormément de médecins partout. Les médecins n'arrivent pas à vivre, ça paraît lunaire, hein, mais c'était bien réel, n'arrivent pas à vivre suffisamment. Ils sont dans une logique très concurrentielle. Et puis surtout, comme ils sont beaucoup, ils reconvoquent beaucoup les patients en disant revenez me voir demain, revenez me voir dans un mois. Ça, c'est ce qu'on appelle la demande induite. Et c'est ce qui est très difficile en économie de santé, c'est que le médecin peut peut reconvoquer des patients de manière un peu, pas abusive, mais en tout cas, il peut générer une activité supplémentaire. C'est un peu le docteur Knock, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Donc ça, c'est une réalité vraiment d'économie de santé, c'est un paramètre. Et donc l'État, les médecins aussi, tout le monde se dit il faut réguler, il faut qu'il y ait moins de médecins. Et évidemment, il faut réguler. Et donc ils installent le numerus clausus en disant maintenant, il n'y aura plus que 8000 médecins formés par an. Et puis petit à petit, ils serrent la vis pour supprimer cette demande induite. Sauf qu'ils suppriment tellement qu'ils traversent, en fait, jusqu'à ne même plus être capable d'assumer la demande normale. Il faut se rendre compte qu'en 1993, le point le plus bas, on arrive à 3500 médecins formés par an. C'est très très faible. Et là où il y a eu vraiment un dérapage et une erreur politique, mais vraiment coupable, c'est ne pas avoir relevé ce numerus clausus plus tôt. Parce que les alertes, elles dataient de bien avant. Il a été remonté très récemment, il y a 5 ans, le numerus clausus. Il a été même supprimé. En vrai, pas totalement. Ça a été modifié dans son organisation. Mais du coup, le nombre de médecins formés est maintenant plus important. Mais ça a été vraiment une décision de politique publique en France avec un retard coupable qui a généré dans ce décor mondial et civilisationnel un décrochage de la France et un effet ciseau, puisqu'il y a en même temps une population plus âgée qui est plus malade, dans une médecine qui a plus à offrir et qui consomme plus, avec un nombre de médecins qui a baissé. C'est hallucinant. Ben oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et en fait, aujourd'hui, on a des politiques publiques de moyen terme et de long terme, c'est-à-dire que maintenant, ce sujet, il est quand même conscientisé. On a développé donc le numerus apertus qui remplace le numerus clausus donc pour ouvrir plus de médecins. On développe ce qu'on appelle la délégation de tâches, donc pour dire aux médecins vous allez peut-être vous recentrer sur des activités qui nécessitent vraiment votre compétence et tout ce qui peut être fait par d'autres, par des pharmaciens, des infirmiers, des kinés, on va le faire par d'autres. On développe le nouveau métier d'infirmier de pratique avancée qui est un métier nouveau pour pouvoir suivre des gens sans qu'ils aient forcément recours à un médecin. Donc ça, c'est des politiques publiques de moyen à long terme parce que ça prend du temps pour creuser son sillon, pour se mettre en place, etc. Mais Martial, tu parlais des pharmaciens, tu parlais des infirmiers, tu parlais de tous ces gens qui pouvaient tenter d'apporter cette aide dans ces déserts médicaux. Mais quand on parle de vrais déserts médicaux, parfois tu n'as qu'une petite pharmacie, elle n'est pas dans tous les villages, donc c'est rare, une petite pharmacie. T'as pas non plus d'infirmiers. Et quand on a, ils sont surbookés. Ils n'y arrivent plus. Donc, encore une fois, c'est bien de déléguer, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. On a l'impression que de toute façon, la problématique est là et que ça ne résout pas complètement le problème. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est là que toi, tu interviens aussi ? Oui, c'est là que nous, on dit il faut absolument une politique de court terme. Alors, comment on fait une politique de court terme quand on nous répond « Attendez, les amis, vous êtes bien gentils, on connaît les problématiques, les caisses sont vides, on ne peut rien faire pour vous ». Et ben c'est là qu'il y a des citoyens qui s'indignent et qui disent on va faire avec ce qu'on peut, avec le système tel qu'il est construit aujourd'hui, parce que si on commence à militer pour que le système évolue, on va rien faire dans les 10 prochaines années. Donc on dit puisqu'on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, on va essayer de demander peu, mais à beaucoup de médecins. En disant en fait on va inverser la perspective. Les médecins ne peuvent pas et ne souhaitent pas, pour certains, venir s'installer 30 ans dans un village, parce que ce qu'on leur demande, ce n'est pas un projet professionnel, c'est un projet de vie.
Et en fait, désolé, mais à 30 ans, il y a plein de jeunes, y compris quand ils ne sont pas médecins, qui ne sont pas prêts à dire « je vais m'installer là pendant 30 ans ». Ça, c'est encore un sujet dans le sujet, mais du coup, nous, on dit « vous allez venir pendant une semaine ». C'est acceptable, une semaine, à condition que vous soyez bien accueillis, qu'on vous offre un cadre d'exercice serein, c'est-à-dire que vraiment ce qui nous intéresse, c'est votre capacité à prescrire et à diagnostiquer, ce n'est pas votre capacité à utiliser l'imprimante, à gérer le problème de volet roulant, à chercher le papier qui manque dans l'imprimante, à aller renouveler les draps d'examen, à aller compléter les abaisse-langues qui ont disparu, à brancher l'ordinateur qui est en panne. Toute cette complexité opérationnelle, matérielle, tout ça, on va le confier à quelqu'un d'autre, on va le prendre en charge, nous, et vous, médecins, on va vous mettre dans un fauteuil, on va allumer l'ordinateur pour vous, et on va vous mettre des patients, et vous allez consulter en prenant votre temps. 3 consultations par heure, c'est-à-dire un rythme qui est humain, qui est soutenable, qui est correct, qui est correct pour le patient, qui est correct pour le médecin, qui est respectueux de tous. Et ça devrait marcher parce que vous êtes médecin. Quand on devient médecin, c'est rarement par hasard. Ça peut arriver, mais c'est rarement par hasard. Généraliste, encore moins. Et je suis convaincu que s'il y a une proposition acceptable, respectueuse, les médecins s'en saisiront. C'est ça le pari de départ. Et donc, on fait cette expérimentation en octobre 2022, en Creuse, pas loin de l'Indre, c'est frontalier. Mais oui, ça se touche. Et on ouvre le premier centre expérimental médecin solidaire sur ce format-là, c'est-à-dire une semaine, du lundi matin au samedi midi. Et ça tourne. Avec plusieurs médecins, toutes les semaines, tu as un médecin différent. Et on dit chaque semaine, il y aura un nouveau médecin. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors déjà, il y a le moment où on fait la réunion publique pour l'annoncer aux gens. Moi, il y a le moment déjà où je découvre l'insomnie. Où je me dis, non mais là, on est en train de faire un truc, c'est quand même une sacrée responsabilité. Hein. Mais oui. On ne dit pas on va ouvrir un supermarché, une supérette. Voilà, où tu dis c'est une super nouvelle, mais si jamais ça ne marche pas, au pire, les gens n'auront plus de supermarché, mais ils iront plus loin. Tu dis là, on ouvre un accès aux soins, il y a une dimension existentielle, hein, on parlait tout à l'heure, vitale, de la vie, de la mort. Si on prend cette responsabilité, puis que dans 2 mois, on dit désolé, ça ne marche pas, franchement, on aurait mieux fait de s'abstenir. Donc, il faut quand même qu'on soit sûr de notre coup. Et donc, le moment où on saute dans le vide, c'est le moment où on envoie les tracts pour la réunion publique, pour dire aux gens, voilà ce qu'on vous propose. Parce qu'il y a toute la phase en amont de construction du projet, où là, on est en chambre. On monte le projet entre nous, on réfléchit, on n'est pas exposé. Puis, il y a le moment où on fait la réunion publique. Et donc là, tu es dans un village de 1000 habitants, et il y a 300 personnes qui viennent à une réunion publique parce qu'on leur dit on a peut-être une solution à vous proposer, sachant qu'on ne l'avait monté nulle part évidemment, c'était expérimental, donc il fallait quand même nous croire. Et donc là, il y a des gens qui sont un peu dubitatifs quand même. Mais je réussis à les convaincre. Alors évidemment, ils n'ont pas tellement le choix non plus. Hein. Ils ont besoin de survivre, ils ont besoin d'être traités, soignés. Mais quand tu dis ils sont dubitatifs à ce moment-là, c'est quoi leurs interrogations, c'est quoi leurs questions, c'est quoi leur peut-être leur premier réflexe à l'endroit des médecins qui sont présents? Le premier réflexe, c'est moi, je suis habitué à mon médecin de famille qui me suit depuis 30 ans. Comment est-ce que je vais être suivi si c'est un médecin qui est différent chaque semaine ? C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie question qui est hyper intéressante parce qu'elle renvoie à une forme de mythologie du médecin de famille qu'on a un peu construite et qu'il est intéressant de percuter. Moi, je suis médecin généraliste. Mon père a été médecin de famille pendant 40 ans. J'ai été moi-même installé en Limousin pendant 3 ans. Je me sens légitime pour la percuter parce que, comme tout modèle, il a des avantages et des inconvénients. L'avantage du médecin de famille, incontestable, c'est que tu vas aller trouver une densité relationnelle avec tes patients qui va te permettre sur le long cours d'avoir une compréhension très fine des enjeux psychosociaux, familiaux, qui vont te permettre de capter des signaux que tu capterais pas si tu connaissais pas les gens aussi intimement. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que tu connais les gens depuis 30 ans.
Et donc aussi... Tu peux passer à côté de certains trucs. Tu peux passer à côté de certains trucs, tu peux avoir moins envie de les voir tomber malades, tu peux les connaître tellement que tu te dis, bon, ben ça c'est Madame Pichon, c'est comme d'habitude. Tu peux parfois ne plus les examiner, photocopier les ordonnances, ça se voit. Hein. Alors heureusement, c'est pas la majorité, mais quand tu es un médecin qui est installé depuis 30 ans, qui voit 50 patients par jour, qu'on ne me parle pas de la qualité du suivi du médecin de famille. 50 patients par jour. Il y en a parfois qui abusent, ou en tout cas qui font ce qu'ils peuvent, mais qui du coup, le côté qualité du suivi, pas systématiquement. En tout cas, c'est pas un argument pour moi qui tient pour tout le monde et toujours. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure, hein. Voir des patients de façon acceptable, humaine, pour les deux camps, et pour le médecin et pour les patients qui vont être suivis, examinés et traités. Bien sûr, quand tu vois 50 patients par jour, en fait, ce que je vais dire va peut-être faire crier des gens, mais quand tu vois 50 patients par jour, ne me fais pas croire que tu leur rends vraiment un service médical. Quand tu passes 5 minutes avec quelqu'un, je ne pense pas que sa vie, elle est mieux en termes de santé après ton intervention que avant. Tu as au mieux photocopié une ordonnance, mais tu n'as pas eu le temps de la remettre en question, de vraiment discuter avec le patient, de vraiment aborder les sujets de prévention, de vérifier qu'il a fait ses dépistages et d'aborder un peu l'ensemble des sujets. Dans notre modèle où il y a un médecin par semaine, il y a un inconvénient, c'est que tu n'as pas cette densité relationnelle. Ça, c'est clair. Mais il y a un avantage, c'est que tu as des regards croisés de plusieurs médecins. Les expertises se croisent et s'additionnent. Et donc, quand tu as un patient qui a une ordonnance qui a été vue par 4 médecins différents et les 4 médecins différents ont considéré que cette ordonnance était OK, moi, en tant que patient, je suis quand même hyper rassuré. Je me dis, là, ce traitement-là, c'est OK. Il n'y a pas un truc énorme qui traîne sur mon ordonnance, qui n'est pas corrigé depuis 30 ans, parce que pendant 30 ans, en fait, c'était le même médecin. Et puis, on dit, oui, mais tu ne vas pas confier des choses... Ben si. En fait, quand tu es dans un village, que le médecin, c'est le maire du village, que ton mari qui te frappe, c'est le premier adjoint, et que, en fait, tu ne vas pas dire au médecin que tu subis des violences conjugales. Mais quand tu es avec un médecin que tu vois pour la première fois de ta vie, qui va partir comme il est venu, mais tu peux lui lâcher des bombes. Et ça, on a plein d'histoires. Donc, je ne dis pas que c'est mieux. Ce que je veux dire, c'est que cette mythologie du médecin de famille qui est absolument indispensable pour suivre les gens et que sans médecin de famille qui vient s'installer pendant 30 ans, c'est pas possible. Moi, je la percute et je la déconstruis en disant il y a d'autres manières de délivrer de la médecine générale qui sont peut-être pas mieux, qui sont peut-être pas moins bien, mais en tout cas qui sont complémentaires. Enfin, qui sont pas moins bien, qui sont complémentaires. Donc à ce moment-là, première assemblée, tu te lances, ça le fait. Dans la Creuse, il se passe quoi après ? On réussit à convaincre un premier noyau de médecins, une trentaine de médecins via les réseaux sociaux. Et puis après, ça intéresse la presse, ça permet de faire venir d'autres médecins. Et petit à petit, on agrège un collectif qui s'épaissit. On ouvre un deuxième centre en Creuse et ainsi de suite en fonction de l'évolution de notre collectif. Et aujourd'hui, là, on vient d'ouvrir le 13e dans la Charente. Et le chiffre dont on est le plus fier, c'est qu'en 3 ans, on a eu un médecin toutes les semaines dans tous nos centres de santé. Il n'y a pas eu une semaine sans médecin. Parce que c'est un collectif qui est en fait vachement engagé et que les médecins, ils ont envie de contribuer à ce sujet, mais faut-il que les conditions soient acceptables. Et ce n'est pas l'argent qui les fait venir, puisqu'on les paye 1 000 € la semaine. Donc, ce n'est pas des mercenaires qui viennent chercher là une source formidable de revenus. Tu dis c'est des engagés comme toi au quotidien qui veulent faire quelque chose. Oui, c'est des engagés qui sont touchés par le sujet des déserts médicaux et aussi des médecins qui sont pas contre participer, mais trouvent que les conditions d'exercice sont vachement sympas. Parce que justement, ils sont respectés, cette complexité est absorbée, et il y a beaucoup de médecins. On a 35% de remplaçants, 30% d'installés, 35% de retraités, mais les semaines sont faites à 60% par des retraités qui jouent un rôle d'amortisseur. Ah bah ouais, mais ils sont formidables. Et quand ils participent, ils font 4-5 semaines par an. C'est ça qui est formidable avec eux. Et eux, en fait, ce qui se passe, c'est intéressant, c'est que pendant 40 ans, ils ont associé la passion de la médecine et la charge du devoir. Donc il y avait quand même quelque chose d'un peu lourd. Et là, d'un coup, ils sont retraités, il n'y a plus la charge du devoir, il n'y a plus que la passion du métier.
Et ils arrivent et ils sont dans des conditions d'exercice qu'ils n'auraient jamais osé rêver chez eux, où on s'occupe de leur fournir un environnement de travail agréable, on fait tout l'administratif pour eux, et ils sont hyper heureux. Donc ils peuvent se concentrer sur le patient. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens peut-être un peu de rancœur, un peu de colère vis-à-vis de l'État? Tu dis, au bout d'un moment, quand on ne nous entend plus, on agit. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors on n'a pas manifesté, mais on a décidé de s'organiser en tant que médecin. On a voulu un peu de solidarité et pour de meilleures conditions de travail de ces médecins. Ça veut dire pas des patients à la chaîne, parce que pas facile. Et surtout pour les patients, les aider, les dépister, les traiter. Est-ce que ça génère en toi un peu de colère? Alors maintenant un peu. Au début, quand on lance le projet, je suis plutôt un citoyen qui en a marre de voir tout le monde crier sur l'État en disant « mais écoutez, on ne peut pas sans arrêt conspuer nos responsables politiques. L'État, c'est aussi nous en tant que citoyens. On forme société. On a le droit aussi d'être engagé, même si on n'a pas de mandat politique, et de proposer des projets, de créer un élan. Et je suis contre ce que j'appelle, on est bien placé pour le dire, l'indignation de canapé. C'est-à-dire de dire, t'es là devant ta téloche et tu dis « mais c'est vraiment tous des nuls, il n'y a rien qui va. » Mais toi, tu fais quoi ? C'est une vraie question, ça. Ouais, toi, tu fais quoi ? Est-ce que tu as essayé de faire quelque chose et tu n'as pas réussi ? Ou est-ce que tu fais rien et donc, en fait, juste silence ? Présente-toi à des élections, monte un projet. Fais quelque chose. Sinon, tu te tais et tu respectes ceux qui essayent de faire. Donc, l'indignation de canapé, très peu pour moi. Je ne supporte pas ça. Et donc, je trouve que les citoyens ont le rôle de s'engager. Et donc là, je suis avec toute cette candeur, toute cette naïveté. Et après 3 ans de projet, je ne suis pas dans la colère, mais je commence à être un petit peu chargé, disons, de vivre les vicissitudes de l'État qui navigue avec peu de constance. Où il y a le Conseil national de la refondation en 2022-2023 qui nous souffle dans les voiles en disant c'est super, Médecins solidaires, c'est un projet phare qui nous permet de débloquer une enveloppe avec l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et vraiment de commencer à construire un chouette projet. Et puis 2 ans plus tard, on est en 2025, François Bayrou qui monte le pacte de lutte contre les déserts médicaux, qui reprend notre idée, mais sans nous associer du tout, avec quand même une idée de cannibaliser un peu le truc, et qui crée une confusion qui nous a été assez défavorable, puisque notre courbe d'engagement de médecins, à ce moment précis, s'est un petit peu infléchie. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous débattez avec nous sur cette grande question et de l'État et des déserts médicaux, de l'état de la santé aujourd'hui dans notre pays et comment on traite les patients, comment on les accompagne, la responsabilité aussi d'être un médecin. Incroyable cette question autour de François Bayrou. Il te rencontre ? Tu lui demandes audience ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est encore une histoire dans l'histoire. Dans l'histoire, mais on nous associe avec 20 acteurs du monde de la santé dans un pseudo-comité d'experts. Parce qu'il faut trouver une solution sur ces déserts médicaux. Moi, je me dis, c'est super, on va peut-être pouvoir développer Médecins solidaires comme une politique publique, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il nous manque une politique publique de court terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait maintenant, dans 6 mois, pas dans 10 ans. Ça, on a déjà, c'est bon, c'est les IPA, tout ça. Mais là, dans 10 ans, il y a des gens, c'est maintenant. On a un tube de 10 ans, qu'est-ce qu'on fait dedans ? Et donc, on est 20 personnes dans des projets différents à sortir notre Valda. On nous écoute poliment. Et puis, à la fin, on nous invite même au ministère. On nous sert des petits fours. On croise vite fait le ministre Yannick Neuder à l'époque. Mais bon, vraiment, on a l'impression qu'on est écouté, mais on n'est pas associé à la construction. Il n'y a rien qui sort de ce comité d'experts. Juste, on a tous sorti notre projet, chacun. Voilà. C'est déjà ça, tu me diras. Et puis, ils sortent le pacte de lutte contre les déserts médicaux sans nous avoir associés du tout sur le calibrage de la mesure. Et ils disent, les médecins vont être obligés d'aller 2 jours par mois dans des zones identifiées comme particulièrement vulnérables. Et là, on est un peu stupéfait en se disant, mais alors du coup, pourquoi 2 jours ? Pourquoi obligatoire ? Comment tu fais pour obliger 300 000 médecins du jour au lendemain
à les faire 2 jours par mois. Il y a une folie opérationnelle. Enfin, disant, en fait, c'est comme si tu obligeais les gens à circuler avec un passeport et que tu n'avais qu'une machine à passeport dans le pays. En même temps, assez vite, pendant le Covid, rappelle-toi qu'on se signait des dérogations pour pouvoir sortir. Donc tout est envisageable aujourd'hui, non? Ouais, mais c'est quand même un petit peu plus simple opérationnellement. Il suffisait de mettre un PDF à télécharger sur un site internet et tout le monde le faisait. Là, il faut que les médecins, ils sont 300 000, ils vont y aller 2 jours par mois dans un endroit qui va être préparé pour eux. Enfin, ça se construit un peu le bazar. Mais l'État n'a pas cette dimension opérationnelle. Mais c'est peut-être ça le problème, en tout cas le glissement de tâches, c'est-à-dire qu'ils commencent à se saisir de sujets opérationnels qui ne doivent pas être les leurs. Mais bref, ils lancent ça. Assez vite, ils rétropédalent en se disant non, finalement, ce sera du volontariat. Bah oui, c'est pas possible autrement. Et ces médecins seront payés 200 € par jour en plus des recettes de leur consultation. Nous, on nous associe pas du tout. On tambourine à la porte et on est reçu 1h30 poliment par la DGOS, qui est l'administration qui s'en occupe. Personne ne vient visiter un de nos centres de santé pour voir comment ça marche, alors que vraiment le ministre Yannick Neuder explicitement dit on s'inspire de médecins solidaires. C'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment ils se disent ça marche, on va faire la même chose. Sauf que les médecins qui vont avoir envie d'y aller vont se retrouver assez vite dans des salles de consultation qui ont été équipées par l'ARS ou par la CPAM du coin, où ils ont mis un lit d'examen, 2 chaises, vaguement un tensiomètre, un stéthoscope. Et nous, on reçoit des mails invraisemblables des agences régionales de santé ou des CPAM qui nous disent il faut quoi dans un cabinet médical, mais dites-nous. Non, mais c'est pas possible. Ah si, non mais c'est incroyable. Mais qui sont ces gens? C'est incroyable. Tout le monde, où on demande à des agents administratifs des ARS de prendre un rôle opérationnel qui n'est pas le leur. Donc ils sont complètement paniqués et c'est pas de leur faute. Et du coup, le truc marche pas bien. Sur les 150 zones identifiées comme vulnérables, il y en a peut-être une petite dizaine dans lesquelles il y a vraiment un truc intéressant qui se passe, parce qu'il y a des acteurs locaux qui s'en sont saisis avec efficacité. Mais surtout, le pire dans ce projet, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'Indre. Et donc la région Centre-Val de Loire, qui est la région qui est la plus sinistrée en termes d'accès aux soins et qui est celle qui devrait bénéficier le plus de ce dispositif de solidarité, est celle qui en bénéficie le moins. Parce que quand tu demandes à des médecins de venir 2 jours, c'est des médecins qui viennent d'à côté. Ils viennent pour la journée et ils reviennent chez eux le soir. Donc il faut des départements nourriciers. Quand tu es les Landes, il y a la Gironde juste à côté. Quand tu es la Vendée, il y a la Loire-Atlantique juste à côté. Absolument. Mais quand tu es l'Indre, quand tu es la Creuse, quand tu es le Cher... Mais tu n'as que des déserts médicaux autour. Donc tu n'as pas de médecin. Donc ça ne marche pas. Et donc nous, on est dans cette sidération de se dire mais on avait trouvé un truc qui fonctionne, qui nécessite d'être poussé. Et en fait, il n'est pas poussé suffisamment avec pertinence. Et notre système aujourd'hui n'est pas compatible. C'est-à-dire qu'un médecin qui vient chez nous n'est pas acquitté de cette mission de solidarité. Oui, qui est une obligation en quelque sorte. En tout cas, c'est flottant. Mais donc nous, aujourd'hui, on est quand même là, je suis un peu dur, mais... on est en discussion avec les administrations et l'État pour essayer on ne peut pas rentrer dans des démarches concurrentielles sur les notions de solidarité. Donc il faut qu'on trouve le bon chemin pour que leur projet, qui a du sens aussi parce que c'est quand même pas la même population de médecins, c'est pas les mêmes unités de temps, mais ça peut vraiment fonctionner, notre projet puisse ensemble vraiment créer cette politique de court terme qui est nécessaire. Tu parlais de la politique de court terme, il y a aussi le moyen et le long terme. Aujourd'hui, si tu fais une espèce de bilan, de cartographie de la santé des Français, quels sont les grands enjeux, les grandes maladies auxquelles on est le plus confronté et celles qu'on devra combattre, ce contre quoi on devra lutter. Parce que c'est vrai qu'il y a cette problématique du fait qu'il n'y a pas de médecins généralistes. Nous n'avons même pas encore parlé des spécialistes, où il faut des mois et des mois et des mois pour avoir des rendez-vous. On parle de gynécologue, on parle d'ophtalmo, on parle... Alors, bien sûr, les oncologues, c'est encore plus compliqué. La problématique est partout. Mais c'est quoi les grands défis qui nous attendent, toi qui vois les patients au quotidien? Je pense que j'en vois un majeur qui vraiment me saute aux yeux, c'est vraiment l'obésité, particulièrement dans les territoires ruraux, qui est ceux dans lesquels nous, on agit, pour une raison assez simple, c'est que
il y a eu une révolution de la mobilité sur les dernières années, les 20-30 dernières années, ça n'a échappé à personne. Et du coup, les gens, dans ces territoires ruraux, ne se déplacent plus, ne font plus d'activité physique. C'est-à-dire que tu sors de chez toi, tu montes dans ta voiture qui est à 2 mètres, puisque tu as de la place pour le garer, elle n'est pas au parking qui est à 300 mètres, elle est devant chez toi. Tu montes dans ta voiture, tu arrives au bureau, tu es garé devant le bureau parce que pareil, il y a de la place, tu fais les 4 mètres qui te séparent de ton bureau, tu es assis à ton bureau, et puis après tu te lèves, tu montes dans ta voiture, tu vas jusqu'au supermarché, là tu as 2 mètres pour aller faire les courses, et donc en fait tu ne fais jamais, comme font les citadins, des marches de 500 mètres, 600 mètres, 800 mètres dans la journée. Quand tu es à Paris, tu passes ton temps à faire de l'activité physique parce qu'en fait, tu prends le métro, l'escalier, etc. Tu passes ton temps à marcher. Et c'est vrai dans d'autres villes qu'à Paris, bien sûr, où tu passes ton temps à marcher. Et du coup, ça pose un vrai enjeu de société, de santé publique parce qu'il y a des gens qui marchent et qui font de l'activité physique, évidemment, mais parce qu'ils vont aller se promener. Ils vont aller faire une démarche volontaire. Donc souvent, c'est les retraités qui vont avoir un peu de temps, qui vont aller se promener dans les chemins, parce que Dieu sait qu'il y a des sites de promenade, etc. Il y a des gens, évidemment, qui font de l'activité physique parce qu'ils font du sport, parce que c'est des coureurs, parce qu'ils vont dans une salle de sport qui est quand même là, etc. Mais au quotidien, il y a beaucoup de gens qui ne se déplacent plus du tout, alors que c'est des territoires dans lesquels les gens, avant, passaient leur temps à se déplacer. Il y avait beaucoup plus d'activités physiques dans les territoires ruraux où les gens passaient leur temps à marcher qu'en ville. Il y avait une inversion complète. De commerce de proximité. Il y avait plus de vie rurale. Il y avait plus, tu sais, il y avait, oui, c'est ça, plus de vie. Aujourd'hui, on a tout annihilé. Il n'y a plus de petits commerces de proximité. Pour trouver une boulangerie, tu parles des déserts médicaux, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de charcuterie, il n'y a pas d'alimentation. Si tu as une petite supérette, c'est super. Donc pour survivre, pour aller chercher, pour aller travailler, pour aller te nourrir, etc., même pour faire du sport, il faut que tu prennes la voiture. Donc c'est un problème. Alors effectivement, l'obésité avec tous les problèmes pathologiques associés, c'est vrai ce truc des 10 000 pas par jour, si tu fais 10 000 pas par jour, tu es sûr que tu seras plus ou moins en bonne santé, c'est une réalité ? Ah ben c'est sûr, mais on dit 10 000, mais ça peut être 5 000, c'est déjà beaucoup. C'est quoi le chiffre minimum que tu nous rassures ou pas aujourd'hui ? Je crois que 5 000 déjà c'est bien. D'accord. 5 000 déjà, vraiment c'est bien. C'est important d'avoir des grands chiffres comme ça parce que ça permet de s'en souvenir. C'est comme manger 5 fruits et légumes par jour. Si tu en manges 4 ou 6, on n'est pas sur des... Mais ça permet d'avoir en tête quelque chose, un repère. Et c'est en fait absolument fondamental. Tu rajoutes à ça les problématiques nutritionnelles, la consommation de soda chez les jeunes adolescents. Elle est très, très invraisemblable, très préoccupante. Le tabagisme chez les jeunes aussi en ruralité. Moi, je vois beaucoup de patients qui sont un peu dans cette... qui sont pas touchés par les messages de prévention, en fait, et qui se disent bah non, mais nous, on est des mecs, on fume, on boit du coca, on s'en fout, parce qu'ils ont 20 ans et ils ont un corps un métabolisme qui pardonne jusqu'à 30 ans. Et après, c'est fini. Et là, d'un coup, il y a le gros reveal. Et là d'un coup... Angoisse. Ben oui, et là, ça marche plus. Et non, ça, c'est assez préoccupant parce que vraiment, c'est palpable. On imagine que ton engagement, il ne s'arrête pas là. Hein. Quand on est un engagé, en règle générale, c'est qu'on donne beaucoup de soi. Quand on est engagé dans la santé, c'est qu'on donne encore plus parce que tu as juste la vie des gens entre tes mains. C'est quoi la prochaine étape ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est une bonne question. Déjà, si on arrive à porter Médecins Solidaires dans un projet qui peut s'autofinancer avec un collectif stable de médecins, si on arrive à avoir 3 000, 5 000 médecins dans notre collectif, on en a déjà 1 050, c'est déjà pas mal, qu'on a créé vraiment quelque chose qui se tient, déjà ce sera une grande réussite. Et puis après, moi je me suis découvert du coup un peu entrepreneur dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Mais j'adore l'idée de construire. Donc je ne sais pas ce qui se passera après Médecins Solidaires. J'ai un peu plusieurs options. Je ne suis pas pressé. Ce sera soit de l'entrepreneuriat
solidaire ou classique, soit revenir à la médecine générale à temps plein dans un petit village ou ailleurs parce que c'est un métier magnifique, soit des engagements politiques si ça s'y prête et que il y a des choses à défendre qui me paraissent intéressantes dans un monde idéal, mais vraiment je sais pas trop, je trouve que c'est difficile aujourd'hui quand on est un jeune de voir c'est quoi le monde dans 10 ans et où est-ce qu'il faut s'engager pour être vraiment utile. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'en étant dans Médecins Solidaires, j'ai beaucoup plus d'utilité sociale que je ne pourrais en avoir nulle part. Je pense que je fais exactement ce que je dois faire au moment et à l'endroit où je dois le faire. Donc, s'il y a cette recherche de où est-ce que je peux avoir le plus d'impact, le plus d'utilité, aujourd'hui c'est ici. Et demain c'est demain, et on verra. Dans les 3 options que tu m'as données, tu m'as dit soit je serai engagé, soit je serai engagé, soit je serai engagé. En vrai, engager un jour, engager toujours. C'est impossible pour toi de sortir de cet engagement, bien évidemment. Bah, c'est ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est viscéral. C'est ça que ça demande, l'engagement ? Oui, je pense qu'on est tous un peu engagés. Moi, je pense que je le suis peut-être beaucoup. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'à un moment, tu ressens cette espèce de feu dans le ventre où tu te dis, mais c'est pas possible. Cette nécessité de se lever, d'essayer de construire cette espèce d'indignation Moi, je me sens pas confortable du tout si je suis face à une société que j'essaye pas de réparer. Voilà. Et je ressens, si j'identifie un problème et que je pense que je peux avoir un impact sur ce problème, j'ai envie de réparer, de proposer. Tu utilises le terme réparer, c'est pas pour rien que tu as choisi médecine apparemment. Ah ben je trouve ça formidable. Moi, la médecine, c'est... je suis en première au collège, au lycée, pardon. Et on a un cours sur le diabète. Je vois le schéma du diabète au tableau. Et je me dis, mais c'est incroyable. Je dis, mais je dois savoir ça. Sans déconner. Ah ouais, je me dis, mais je dois savoir ça. La machine humaine est incroyable. Et la possibilité de réparer la machine humaine, alors là, c'est carrément dément. C'est-à-dire de se dire, si tu as quelqu'un devant toi qui a un problème et que tu es capable de dire, c'est grave, c'est pas grave, c'est ça, c'est pas ça, je trouve que c'est un pouvoir incroyable. Donc ça, c'est la chose qui me paraissait impossible de ne pas faire. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire aussi. J'aurais adoré être cuisinier, tenir un hôtel, être avocat. C'est des choses qui m'auraient passionné. Mais médecin, j'aurais pas été médecin. Je crois que vraiment, j'en aurais souffert. Et peut-être parce qu'il y a cette notion de réparation où ouais, je sais pas. Je trouve ça merveilleux comme possibilité. Est-ce que tu crois qu'il y aura encore des vocations, qu'il y aura encore des médecins demain dans cette société de plus en plus individualiste, mais aussi avec ce métier qui demande beaucoup ? Tu vois, l'abnégation de soi, le don de soi, la vie des gens entre les mains, pas évident. Peut-être qu'on y reviendra avec toi un moment, mais s'il y a des événements qui t'ont marqué. Mais est-ce que tu crois que cette vocation, elle est faite pour durer dans le monde dans lequel on vit ? Ah mais oui, mais il y a plein de candidats. Si tu regardes sur Parcoursup le nombre d'étudiants qui veulent faire médecine, il y en a pléthore. C'est des métiers qui attirent énormément. Alors, ce qui est un peu terrible, c'est que les études sont une espèce de rouleau compresseur dans lequel il y a une espèce de violence institutionnelle. Et souvent, tu as des jeunes étudiants qui rentrent très volontaires avec l'envie vraiment d'être des médecins qui sont passionnés par cette idée-là et qui ressortent 9 ans après en ayant été laminés et qui ont perdu un peu le sens qu'ils avaient mis au début. Et un peu d'humanité aussi ? Ouais. Bah oui, c'est quelque chose qui peut s'éroder un petit peu. Et donc, de temps en temps, il faut en reprendre conscience. Médecins Solidaires peut contribuer à ça aussi. C'est une des missions qu'on s'est fixées de se donner la mission d'écrire un nouveau discours sur la médecine, de porter une vision heureuse, optimiste, enthousiaste, sans être dans l'angélisme.
c'est cette ligne de crête qui est délicate, parce que dès que tu dis il faut qu'on soit heureux, enthousiaste, tu dis c'est bon, cuicui les petits oiseaux, non, le monde il est compliqué. Oui, le monde il est compliqué, Oui. mais on n'est pas obligé dans une morosité contagieuse où on dit mais c'est nul, c'est terrible, ce qui nous arrive, on n'y arrivera jamais, c'est épouvantable, on est les plus malheureux du monde. Cette morosité-là, elle est contagieuse. Mais l'enthousiasme aussi, il est contagieux. Je garantis que quand tu vas voir des gens et que tu arrives à insuffler l'énergie de dire mais on va déplacer des montagnes, on va y arriver, mais nous, nos médecins dans le collectif, mais on a des dingues, hein, on en a 70 là, sur notre collectif 2000, qui font des semaines à tire-larigot, et dès qu'il y a une semaine qui se désiste parce qu'il y a un médecin qui a un problème de santé, immédiatement il y en a un qui rapplique. Notre champion, il a fait 28 semaines. Mais ça lui paraît dingue qu'il y ait une semaine qui soit non pourvue. Parce qu'on a réussi à cristalliser une espèce de truc collectif d'engagement où on se dit on est capable de porter quelque chose d'incroyable. Et cet enthousiasme-là, il est extrêmement précieux, il est fédérateur et il permet de vraiment déplacer une montagne. Donc oui, je crois profondément que dans les métiers de la santé particulièrement, il y aura toujours des gens qui auront envie. Notre enjeu collectif, c'est de faire en sorte qu'ils continuent d'avoir envie et qu'ils ne perdent pas, justement, cette flamme et cette humanité. Avec le recul aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande victoire dans cette histoire de médecins solidaires, avec un patient, peut-être de quelqu'un que vous avez aidé qui, sinon, n'aurait pas passé le cap? C'est quoi cette histoire que tu gardes à l'esprit? Il y a l'histoire d'un patient de 35 ans qui vient consulter, parce qu'on demande toujours une consultation d'inscription. On dit faut qu'on prenne le temps de revoir votre dossier, même si vous n'êtes pas malade, parce que si vous venez que quand vous êtes malade, on s'occupera toujours de la maladie, mais jamais de votre dossier, ça passera toujours à l'as. Donc on prend une consultation, si vous voulez qu'on vous suive, pour poser les choses. Donc ce jeune de 35 ans qui vient donc pour une consultation d'inscription et qui à l'occasion de la consultation dit tant que je suis là, fameux tant que je suis là, je voulais vous montrer mon ongle sur mon doigt de pied, mon gros orteil, où il y a un petit truc qui m'étonne un peu, il avait une ligne noire sur l'ongle. Aïe. Tu vois le truc? Ouais. Et donc en fait c'était un mélanome. Ouais. Un mélanome, c'est un cancer. Un mélanome, c'est un cancer et qui était agressif. Et alors, malheureusement, on a dû lui amputer un morceau de l'orteil. Mais s'il n'avait pas vu un médecin à ce moment-là, s'il n'avait pas dit tant que je suis là, aujourd'hui, il serait mort. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Mélanome, c'est hyper agressif. C'est hyper agressif chez des jeunes, ça touche tout le monde. Et c'était en 2022, aujourd'hui on est en 2026. Il est vivant. Et il est vivant. Et ça, tu te dis, oui, c'est un peu une histoire de chasse. Hein. Tout médecin a des histoires de chasse, comme on dit, on les appelle comme ça. C'est des histoires un peu invraisemblables, un peu rares, qui nous donnent aussi une foi incroyable dans notre métier, parce que parfois, il y a des moments qui sont un peu plus routiniers, mais de temps en temps, tu as des histoires comme ça où tu te dis, mais incroyable. Une autre histoire dans le Cher, on installe le centre en février 2024 et je vois, parce que cette histoire du jeune, c'est pas une histoire qui m'est arrivée à moi, c'est une histoire qui est arrivée à un autre médecin, mais là c'est dans le Cher, c'est une histoire qui est arrivée à moi. On arrive en février 2024 et là je vois un patient en consultation qui avait un marqueur de cancer de prostate qui était élevé. Vous voyez la courbe qui montait jusqu'à dépasser le seuil pathologique. C'est le PSA? Ouais, le PSA, exactement. Et du coup, je le vois et on dit, voilà, ça c'est assez fréquent que ça arrive, hein, mais du coup, on enclenche IRM prostatique, et puis moi, je prescris l'IRM et puis je m'en vais, puisque j'avais fait ma semaine, et donc après, c'est le relais. Et j'y suis retourné il y a 3 semaines dans le Cher, faire une semaine justement dans ce centre de santé. Donc, tu vois, c'était en février 2024, on est en mai 2026, donc il y a eu un peu de temps qui est passé. Et je vois ce patient en consultation, mais tout à fait par hasard. Et j'ouvre la porte et je me dis, mais je le reconnais. Et lui me reconnaît aussi. Et vraiment, il tombe dans mes bras de gratitude.
en me disant mais c'est incroyable parce que je suis trop content de vous revoir, parce que c'est avec vous que j'ai démarré le suivi. Et aujourd'hui, on est 2 ans plus tard, j'ai eu une radiothérapie, j'avais effectivement un cancer de la prostate. Aujourd'hui, il est traité et tout va bien. Et tu vois la courbe du PSA qui, en février 2024, descend. Et alors, c'est des histoires assez régulières dans notre métier. Je veux dire, c'est pas incroyable, mais la courbe qui traduit très exactement le moment où on est arrivé et le moment où il a été pris en charge, tu te dis, là vraiment, si on n'avait pas été là, peut-être qu'il s'en serait sorti autrement, il aurait été tambouriné à la porte de je sais pas qui, tu sais pas ce qui se serait passé. Mais en tout cas là, il a été dans une prise en charge normale. Dans un désert médical où il n'y avait donc plus de médecins. Exactement. On lui a redonné un accès aux soins normal, où il n'a pas eu à se battre, il a juste vu un médecin qui a fait son boulot, et il a eu son suivi. Tous les autres, après, ont fait leur boulot, même si c'était des médecins différents toutes les semaines. Et le mec s'en est sorti. Et aujourd'hui, il est un retraité paisible et heureux qui ne souffre plus de cette épée de Damoclès. Et peut-être qu'il te regarde. Et peut-être qu'il me regarde. Bonjour, monsieur. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous débattez avec nous. Merci beaucoup, Martial, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce projet de médecins solidaires. On comprend que l'engagement, il dépasse les frontières. On comprend que l'engagement, il sauve des vies aussi, parfois. C'est important de garder ça. Tu te rends compte que ton engagement, il sauve des vies ? Oui, mais c'est notre métier aussi. Ouais, mais là, t'es très humble quand tu dis ça, quand même. Oui, mais quand même, c'est notre métier. Donc, c'est là où on a de la chance, c'est que c'est un métier qui est très facile à valoriser pour nous. C'est très gratifiant parce qu'effectivement, on sauve des vies, on permet à des gens de ne pas tomber malades, on soigne des gens. Donc, l'utilité sociale, elle est incontestable et les facteurs d'épanouissement sont innombrables. C'est pour ça que je suis convaincu qu'il y aura toujours plein de gens qui voudront continuer d'être médecins. Et si jamais il y en a qui perdent un peu la foi, qu'ils viennent faire une semaine chez Médecins Solidaires pour qu'on les requinque sur ce sens évident de notre métier. Dans quelques jours, quelques mois, quelques semaines, peut-être même quelques heures, tiens. Il y aura quelqu'un à ta place qui répondra à mes questions. Sur cette notion de vérité, d'engagement dans En Vrai, le podcast de nos engagés, quelle question est-ce que tu aimerais lui poser à cet engagé qui va prendre ta place ? J'aime beaucoup cette notion de vérité, justement. Moi, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Je ne supporte pas le mensonge. Cette idée de faire semblant d'avoir fait ou de faire semblant de prendre conscience ou de faire semblant de dire ou de minimiser, ou au contraire, de ne pas être en vérité. Et donc, je lui poserai une question sur la vérité. C'est quoi la sincérité et la vérité de son engagement? C'est quoi le vrai pourquoi? Merci beaucoup, Martial Jardel, d'avoir été notre invité aujourd'hui pour En Vrai, le podcast des engagés. Merci de nous avoir suivis. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez. On débat, toujours dans les règles de l'art et on avance ensemble. À très vite pour un nouveau numéro. Ciao, merci encore. Merci beaucoup.